Bienvenue, bonjour, rebonjour aussi peut-être pour certains d'entre vous qui nous suivez depuis ce matin peut-être ou même depuis plusieurs jours dans ce festival en ligne du Jardin Forêt. Donc voilà, c'est Samuel, mon voisin, on est ensemble pour 1h30, on va être avec Chansak Balam de Permalab. Voilà, on est déjà quelques-uns, il y a encore du monde qui arrive. Les petites infos habituelles sur le fonctionnement de Zoom pendant la conférence. Voilà, le temps que Chansak nous rejoigne avec micro et caméra. Il y a la fonction discussion, c'est discuter voilà, dans Zoom qui vous permet d'accéder au chat. Ça commence déjà un peu à s'agiter, voilà, avec Malika, avec Lily, avec Nat du 06 qui dit re. Je crois que Nat, t'as pas raté grand-chose depuis le début du festival. On a aussi la fonction réaction avec notamment la possibilité de lever la main. Voilà, ça va vous être bien utile parce que voilà, on va être dans un temps vraiment d'échange. Chansak, il a posé, lui, il a bien envie que ce soit un temps bien interactif. Et en même temps, il a prévu pas mal de choses à vous montrer. Donc, on va voir comment ça va se passer. On est presque bon. Dans les petites consignes, surtout, veillez à garder vos micros et vos caméras éteintes quand vous ne prenez pas la parole pour intervenir. Voilà, ça nous évite les bruits de chez vous. Tout à l'heure, on a eu voilà, une personne où il y avait pas mal de bruit autour d'elle. Et puis, comme on essaie aussi de limiter un petit peu la bande passante autant que possible pour ce festival en ligne. Top, il y a du monde qui est encore en train d'arriver. Du coup, j'en profite aussi pour vous dire que pour les personnes parmi vous qui ont pris un abonnement sur le campus à partir de 10 € et qui s'impatientent en disant je voudrais recevoir le livre d'Antoine Talin, etc. Pas de panique, vous allez recevoir un mail avec un code promo. Vous pourrez aller sur la boutique des Alvéoles, commander votre livre gratuitement et le recevoir chez vous. On essaie d'être un peu sur tous les fronts. À la technique, je suis assisté par Kevin, qui est là juste à côté. Voilà, il est dans le flou, mais voilà. Et puis voilà, et puis c'est cool. Et puis il y a du beau monde, donc je pense qu'on va pouvoir commencer. J'imagine qu'il y en a parmi vous qui sont impatients que ça démarre. Donc on va démarrer ça. Chansak, il faut que tu allumes ton micro si tu es OK. Allez, on va mettre carte sur table pour ceux qui ne nous connaissent pas, ni toi ni moi. On se connaît bien, on a fait déjà pas mal de petites choses ensemble. Ouais. Petites choses, ouais. Il y a quelques années, en 2015-2016, quand moi je suis arrivé dans la Drôme, avec Chansak, on a été les artisans de plusieurs choses, notamment la fondation d'un écolieu qui s'appelle l'Oasis de Sérendip. On a aussi participé tous les deux à la fondation de l'association drômoise d'agroforesterie, dont on a parlé juste avant avec Léa de l'INRAE, voilà, parce que voilà, l'ADAF contribue au projet de recherche participative sur les vergers maraîchers avec l'INRAE. Et puis aussi à la création de Permalab, puisque j'ai fait partie de l'aventure des tout débuts de Permalab avec toi. Donc voilà, comme ça tout le monde est dans le bain de notre proximité. Et en même temps, je suis ultra content de t'avoir comme invité, et on est super content aux Alvéoles de t'avoir comme invité dans le festival. Voilà, récemment, on a été aussi ensemble à la fondation de l'association pour une hydrologie régénérative. On aura peut-être l'occasion de parler d'hydrologie régénérative pendant ta présentation. Voilà pour planter un peu le décor. Et du coup, peut-être tu pourrais commencer par nous dire là où tu es en ce moment-là. Merci en tout cas pour cette petite introduction sur notre amitié, quoi. Surtout, en fait, ce chemin ensemble, c'est cool. Merci, Sam. Et puis, je voulais aussi, en tout cas, honorer et puis remercier Antoine Talin, François Goldin et puis toute l'équipe des Alvéoles, ceux que je ne vois pas, tous ceux qui sont invisibles là pour organiser ça. Et puis, en fait,
pour cette longue amitié et puis tous les partenariats qu'on a pu en fait imaginer ensemble, créer ensemble et tout ça, c'est génial. Donc, j'habite dans la Drôme. Comme vous avez peut-être compris, c'est une vallée qui est assez dynamique. C'est une région très, très dynamique dans le plutôt sud-est de la France, entre Lyon et Marseille. Là, actuellement, je suis à Crète, donc au headquarters, les bureaux de Permalab. Voilà, et du coup, j'habite ici dans la région depuis une dizaine d'années. Je suis en fait arrivé dans cette petite vallée, justement, en fait, juste dans une ferme qui est juste à côté de la ferme, en tout cas, des centres expérimentaux des alvéoles, qui s'appelle la ferme de la Baume Rousse, où je suis arrivé plutôt pour m'installer en élevage. Donc, je suis arrivé pour prendre soin d'un troupeau de 40 brebis. Quelques vaches et des ânes et des poules et puis tout ça, quoi. Et donc, depuis, je suis là. Cet projet n'a pas pu s'aboutir. Depuis, en fait, j'ai eu quand même pas mal des expériences autour donc, de dynamique collective, les associations, beaucoup dans le développement, en tout cas, de l'activité qu'on fait aujourd'hui avec les bureaux d'études Permalab, mais pas que, aussi, en tout cas, avec d'autres copains. On s'est beaucoup investi à accompagner des projets, donc des constructions de maisons, des autoconstructions de maisons. Donc, en fait, accompagner les gens à concevoir et à construire leur maison, donc avec l'association Heliomateku. Donc, vous allez avoir un petit clin d'œil sur la présentation que je vous ai préparée. Et puis voilà, je suis heureux d'être là, heureux de faire partie de cette grande tribu vivante de la vallée de la Drôme. Et puis, en tout cas, merci à tous ceux qui sont là. Je vois qu'on est assez nombreux. C'est hyper chouette. Cool. Yes. Ça marche bien le son. Alors pendant la présentation, n'hésitez pas à prendre la parole si vous êtes à l'aise, à lever la main et à poser directement vos questions dès le début, en fait, dès que vous voulez. Voilà. Si vous êtes plus à l'aise au chat, bah, vous pouvez poser vos questions dans le chat. Moi, soit je les poserai oralement à Chansak, soit Chansak qui regardera directement dans le chat les questions et puis il pourra aussi y répondre. Et puis voilà, je pense qu'on est tout bon, c'est parti. Super. Donc, oui, effectivement, moi, ça ne me dérange pas du tout s'il y a des questions pendant la présentation, que vous levez la main, en fait, et puis que vous m'interrompez, même s'il y a besoin. Plutôt que de créer les questions et les poser à la fin, je pense, en fait, que c'est vachement plus… bon, voilà, on va se sentir plus ensemble si jamais on mène tout ça comme si c'était une conversation plutôt qu'une présentation. Donc, voilà. Alors, du coup, je vais commencer les partages d'écran. Alors, pour dire quelques mots déjà en fait sur moi, donc moi c'est Chansak Balam. Je suis arrivé en France, comme vous avez compris, il y a 10 ans. Je suis d'origine mexicaine, où j'ai eu de la chance, en tout cas, de vivre et en tout cas, de me développer moi-même dans beaucoup de communautés indigènes et notamment toujours en fait été intéressé par la culture de la terre, par la manière en fait dans laquelle on fait une agriculture de subsistance. Mais pas que, en fait, au niveau de l'agriculture, tout ce qui est autour, en tout cas, de la soutenabilité de les communautés humaines, quoi. Donc, tout ce qui est lié, en fait, à se nourrir, à s'habiller, à se soigner, à habiter aussi son espace, etc. Donc, pour la présentation d'aujourd'hui, normalement, c'était prévu de faire donc 3 études des cas. Je n'ai pas respecté les règles de jeu. J'ai fait plus que je fais plus que 3 études de cas. Il va pas avoir en fait, on va pas défiler 3 projets agroforestiers en fait les unes après les autres. J'ai pris en tout cas pour ceux qui sont familiarisés avec ça la logique, en tout cas les frameworks, les cadres de travail de l'échelle de la permanence. On va le voir tout de suite après. Pour représenter certains des projets qu'on accompagne ou qu'on a accompagnés dans les années, dans les dernières quelques années. Et du coup, on illustre cela avec beaucoup de photos, des plans, des réalisations, des plantations et tout ça, quoi. Donc, on va y démarrer. Je ne sais pas pourquoi je ne peux pas changer. Bon, voilà. Donc, Permalab. Donc, aujourd'hui, vous avez compris, on a créé cette structure avec Samuel suite à l'expérience qu'on a vécue ensemble à l'Oasis des Sérendipes. Les structures Permalab, aujourd'hui, elles fonctionnent comme un bureau d'études d'une part et aussi comme un organisme de formation d'une autre part. Côté bureau d'études, nous, notre travail, c'est accompagner surtout en fait des agriculteurs
que ce soit en tout cas des agriculteurs en fait qui sont plutôt, on va dire en fait, dans un cadre professionnel ou clairement juste en fait des personnes qui ont de la terre et qui ont envie de prendre soin de cette terre-là. On accompagne aussi donc des structures, des organisations, des entreprises, des collectivités même. Pour tout ce qui est donc agriculture régénérative. Donc nous, notre travail il est basé sur 3 piliers. Vous allez le voir en fait dans les petits logos qui est au centre de l'image. Donc on a l'eau, donc l'hydrologie d'un paysage, comprendre en tout cas les cycles de l'eau, les petits cycles de l'eau à l'intérieur en tout cas de la parcelle agricole ou bien encore mieux au niveau de bassin versant. Ensuite, les arbres et les agroforesteries. Donc, comment intégrer aujourd'hui les arbres et pas que, en tout cas, les animaux aussi dans nos paysages agricoles de manière régénérative. Et de l'autre côté, on a tout ce qui est donc les sols, les micro-organismes et plutôt en fait les pratiques de conservation et de régénération des sols. Cette image, je l'ai mis en fait en fond d'écran. C'est vrai que c'est une image que vous avez peut-être déjà vu tourner beaucoup. On l'utilise parce que c'est un très, très, très bon ami à moi et à un de mes collègues, Simon, qui travaille dans cette ferme aujourd'hui au Mexique. C'est même lui qui a mis tout ça en place, s'appelle Rancho San Ricardo, et c'est là est vraiment très, très, très représentatif de nous, ce qu'on fait et ce qu'on essaye de faire, en tout cas avec Permalab. Les projets qu'on essaie d'accompagner, que ce soit en fait au niveau de l'échelle dans les paysages, mais aussi du coup dans tous les éléments qu'on peut intégrer dans un paysage en fait. Et ici, on voit un très très beau paysage dans lequel il y a des différentes cultures, des différentes zones. Il y a aussi des bâtiments, il y a les animaux, il y a de l'eau en fait un peu de partout. Donc voilà, ça c'est un très très bon ami à nous. C'était aussi un de mes grands mentors. C'est quelqu'un qui m'a beaucoup accompagné dans les débuts de mon apprentissage quand j'étais très jeune et avec qui je suis énormément gratitude. Donc Pablo Ruiz Lavalle, qui habite proche de la ville de Oaxaca, Atlacochahuaya, Tierra del Sol au Mexique. Allez, donc on va rentrer un petit peu agriculture régénérative. Donc en France, on n'est pas les seuls, évidemment. Et donc je rends hommage à toutes ces personnes-là, toutes ces structures qui travaillent aujourd'hui, qui œuvrent pour pouvoir en tout cas changer d'une certaine manière notre paradigme sur l'agriculture et sur la manière dans laquelle on produit aujourd'hui nos besoins les plus vitaux. Donc, ça va sans dire. ADAF, ça a été déjà présenté tout à l'heure par Samuel. Évidemment, donc les ateliers des alvéoles, la FAF, biosphère, vers des terres production, maraîchage sous sol vivante, culture permanente, etc. En tout cas, en France, on est hyper gâtés dans tout ce qui est réseau. Il y a beaucoup de collaboration autour de toutes ces structures-là. Et ça, vraiment, c'est hyper chouette de sentir qu'on est parti, qu'on fait tous partie d'un même network. Et en fait, on travaille ensemble et puis on ouvre tous dans une même direction. Donc ça, c'est pour la France. Qu'est-ce qui se passe ailleurs? Alors, j'ai décidé quand même de mettre en fait ce qui se passe ailleurs parce que il faut quand même qu'on intègre que juste nous, en France, on fait une petite cellule sur la Terre tout entière et qu'en fait, sur la Terre tout entière, il y a quand même en fait des personnes qui sont engagés de la même manière que nous dans leur pays respectifs. Même parfois, en fait, il y a des réseaux qui sont internationaux. Ici, on va voir par exemple le Savory Network, qui est un réseau international qui essaie de développer tout ce qui est la gestion holistique. Regrarians, qui est en fait la plateforme la plus géniale pour toute personne qui souhaite s'investir dans une pratique des collaborations autour de tout ce qui est projet d'agriculture régénérative, hydrologie régénérative, etc. Et donc, beaucoup d'autres petits clins d'œil en fait sur des structures avec qui on travaille, avec qui on collabore, avec qui on se forme aussi. Et notamment, j'ai mis 3 petits podcasts tout à haut, à droite, que je suis fan. Je pense que j'ai écouté tous les épisodes de ces podcasts. Et puis, en fait, je conseille fortement, notamment celle du centre, qui est vachement plus abordable pour tout le monde. C'est en anglais, par contre, mais c'est un ami à moi qui gère ça. Et c'est vraiment très, très, très bien. Il y a beaucoup de pistes pour toutes les personnes qui veulent développer des projets agroforestiers, notamment des pistes pratico-pratiques et qui vont droit, en fait, tout droit vers des techniques, des pratiques, etc. Donc, voilà. Excuse-moi, je suis en sac, mais de laquelle tu parles là? Pardon? De laquelle tu parles? The Regenerative Agroforestry Podcast. OK. Voilà. Et en fait, c'est fait par un ami à moi qui s'appelle Dimitri, mais son collègue que je ne connais pas, il est installé en Ardèche, Étienne
Je m'en souviens un peu de son nom, en fait, mais lui, il est installé en Ardèche dans une ferme. Ils font de l'élevage là-bas. Et ils sont vraiment très, très, très bons. Ils sont des super, ils interviewent plein de gens qui sont vraiment super, des exemples très concrets, très géniaux, que des professionnels. Vraiment, c'est hyper cool. Je vous conseille. Super, j'ai collé le lien dans le chat pour ceux qui veulent aller voir. Yes, et pour tous ceux qui sont un peu, qui auraient un peu plus, en fait, ça, c'est très utile aussi. John Kempf et les Regenerative Agriculture Podcast, pour toutes ces personnes qui sont à la recherche d'un petit peu plus de data scientifique, fondée scientifiquement. En fait, cette podcast ne va surtout pas vous décevoir. C'est tout ce qui est, en tout cas, agronomie pure, mais appliquée aussi. Et donc, c'est un super, super outil, en tout cas, d'apprentissage. Je vous mets le lien aussi. Excellent. Voilà, donc comme je vous disais tout à l'heure, je n'ai pas respecté les règles de jeu pour les 3 projets agroforestiers et donc j'ai décidé de présenter des différents projets à des différents stades d'évolution. Donc chacun de nous, en tout cas, on accompagne beaucoup de projets en France, mais aussi à l'étranger, comme vous allez pouvoir voir. Donc en fait, en Europe, plusieurs pays en Europe, en Afrique aussi. Et du coup, nous, on utilise donc ce cadre des conceptions. On appelle ça, donc, pour beaucoup d'entre vous ont déjà certainement entendu parler de ce qui est l'échelle de la permanence. Pour nous, c'est un outil très pratico-pratique, très down to earth. Voilà, pratico-pratique, très pragmatique pour pouvoir accompagner un projet dans tous les développements. En tout cas des projets, que ce soit en fait des projets agroforestiers ou que ce soit en fait des projets d'élevage simple ou de cropping ou quoi. En fait, on utilise toujours les mêmes types de cadres, les mêmes types de structures. Ceci, ça vient du coup, en tout cas, des Perceval Alfred Diomans et les Keyline Design. Et du coup, la manière dans laquelle j'ai structuré cette présentation et ces différents projets que je vais vous montrer, c'est qu'on va parler clairement, donc en fait, les premières quelques parties, celles qui sont soulignées avec noir, là, avec la lettre un petit peu plus grossière. On va focaliser sur cette partie-là. On va pas parler aujourd'hui ni d'économie ni d'énergie, mais en tout cas, on va parler des climats, des géographies, hydrologie, accessibilité, boisement, bâtiments parcellaires et les pratiques de conservation. Et à chaque fois, donc, j'ai quelques projets qui vont illustrer ces différents propos. Donc, allez-y, on va directement dans le climat, on va pas trop s'attarder dedans. Tout pour dire qu'aujourd'hui, comment on fait pour avoir des données climatiques? Ça, c'était en fait un casse-tête pendant un petit moment pour moi, en tout cas dans le souhait d'accompagner des personnes de manière un peu plus professionnelle. Beaucoup de temps, j'ai fait avec des données gratuites qu'on trouve en Internet, etc. Sauf qu'aujourd'hui, voilà, parfois, en fait, c'est mieux quand même d'acheter ces données-là. Et là, ici, je vous ai collé donc les différentes structures aujourd'hui avec qui on peut commander des données, des data historiques. Température, pluviométrie, ensoleillement, évapotranspiration, évaporation, température de vent, hygrométrie, les vents, la vitesse de vent, la direction, etc. Donc, il y a donc un network en France qui s'appelle Weather Measures et eux, ils travaillent directement avec WINAT, qui est, si vous voulez, en fait, WINAT et Syncrop, ce sont 2 structures qui accompagnent des agriculteurs aujourd'hui, mais pas que. En tout cas, eux, ils fabriquent des outils pour mesurer donc, la météo, donc toute station météo et puis pas mal des senseurs, des choses comme ça, en fait, avec lesquels on peut mesurer des différents paramètres. Et ce qui est génial, en tout cas, c'est qu'aujourd'hui, on a en tout cas une grid, une toile qui est assez bien distribuée partout en France et que lorsqu'on va acheter des données météo, ils vont être vraiment, vraiment, vraiment très précis. Donc, ça suffit de se mettre en lien avec eux. Et eux, ils sont déjà en lien avec Météo France et Météo Bleu, avec qui ils collaborent aussi. Et donc, en fait, quand on va acheter des données météo, on a vraiment des données qui sont au top. Côté Syncrop, la chose que j'aime bien de Syncrop, c'est que c'est un réseau collaboratif, c'est-à-dire que si je télécharge l'application, si je deviens membre de Syncrop, je peux voir en temps réel toutes les stations de tous les membres qui sont adhérés à cette structure-là. Pour cela, il suffit d'avoir une station chez soi. C'est assez abordable, compris, pour tout le monde. Et puis, comme ça, on peut rentrer dans l'application qui nous permet de voir pas seulement, en tout cas, les données que notre station est en train de nous fournir, mais les données qui fournissent les stations de mon voisin et celles de la personne qui est en Normandie et celle de la personne qui est dans le Massif central.
Voilà, donc ça, c'est pour tout ce qui est climat, où est-ce qu'on trouve ces données-là. Donc, évidemment, donc, toutes ces données climatiques, on va les interpréter et ils vont nous servir à faire tout ce qui est du coup, des analyses géographiques aussi parcellaires et du coup hydrographiques aussi. C'est la partie suivante. En tout cas, pour la partie géographique aujourd'hui, nous, on travaille avec cet outil qui s'appelle QGIS. Donc, toutes les images que vous allez voir aussi dans la présentation, ce sont des images, en tout cas, de nos productions. Ou bien du coup en fait parfois des photos qui ont prises les personnes avec lesquelles on travaille ou qu'on accompagnait dans des projets, etc. Ici, par exemple, on voit donc des représentations, des modélisations en 3D, donc des régions géographiques, une montagne, ici tout un bassin versant. Et tout ça, c'est QGIS, qui est un outil de cartographie super bien. C'est vraiment ce qu'il y a de mieux dans la cartographie et en plus, c'est open source. En tout cas, il faut apprendre à l'utiliser. C'est pas hyper difficile à apprendre à l'utiliser, mais pour tous ceux qui souhaitent faire du design de manière professionnelle, QGIS, c'est une très bonne référence et ça peut nous permettre de faire des choses vraiment magnifiques au niveau de la compression paysagère et surtout pour planification des projets. Donc, dans l'objectif, en tout cas, de bien comprendre les paysages, donc toujours dans la géographie, nous, depuis quelques années maintenant, on a commencé à se spécialiser dans tout ce qui est la topographie et la photogrammétrie par drone. Donc ça, par exemple, vous allez voir, c'est une finca qu'on a photographiée, pour laquelle on a travaillé au Portugal. Et là, en fait, à gauche, on va voir en fait ce qu'on appelle un modèle digital d'élévation. À droite, on va voir la orthophoto. Donc, on va dire en fait, les drones, ils prennent des centaines d'images et il va faire un puzzle avec tout ça pour créer une seule et même photo qui soit à plat, dans laquelle on va pas voir la courbature en fait terrestre. Et la troisième photo tout en bas, c'est juste en fait une photo pour voir les mêmes parcelles un peu, du coup, soit un plan en perspective. En tout cas, tout ça, ça nous permet de faire ensuite toutes ces modélisations que je vous ai montrées tout à l'heure en fait avec QGIS et de pouvoir interpréter, analyser des données sur les paysages. Donc ça, ce sont quelques types d'autres plans qu'on peut faire. On peut très bien faire des cartes d'élévation. On peut travailler au niveau hydrologique pour voir quelle est la distribution des bassins versants, quelle est leur surface. Ici, par exemple, à droite en bas, on a tout ce qui est en fait de la orientation les différentes pentes de terrain. En tout cas, ça, c'est très important lorsqu'on va planter des arbres, etc. Et à haut à gauche, on va voir en fait tout ce qui est la classification des terres qui est en sorte des cartes des pentes avec des différents degrés d'inclinaison et des pourcentages d'inclinaison et qui vont influencer notamment sur les pratiques qu'on va avoir sur une telle surface. Par exemple, si je veux planter des arbres, je sais que toute la partie qui est orange, rouge, jaune, ça serait des zones pour planter des arbres. Si je veux faire plutôt des grandes cultures et de maraîchage, je sais que toutes les zones qui sont plutôt en vert, ça serait en fait les zones les plus idéales pour faire ce type d'activité. Donc, les pratiques de gestion qu'on va en avoir, en fait, ils vont aussi beaucoup dépendre les types de terrains dans lesquels on va se retrouver au niveau de sa surface, de son inclination, de l'orientation, etc. Donc, tout ça, on peut les fabriquer avec ces éléments-là. Quand on travaille au niveau hydrologique, c'est hyper important, en tout cas, de comprendre comment l'eau circule sur un paysage. Et puis, encore une fois, ces types d'outils nous permettent de visualiser clairement comment l'eau elle comporte lorsqu'il y a des ruissellements sur un paysage donné. Ici, par exemple, ça c'est le cas d'une finca qu'on accompagne en Espagne, dans la région d'Andalousie, et sur lequel on va voir en fait qu'il y a une forte influence, en tout cas de tous les bassins versants, sur la surface de la finca qui est juste ici, en rose. Yes. Il y a Corinne qui a levé la main. Ouais. On peut lui laisser la parole si tu veux bien. Oui, merci. Alors, on ne t'entend pas. Je ne trouvais plus le micro. Il est là, c'est bon. Bonjour à tous et à Jean-Jacques. Merci pour ton accent, ça fait du bien aussi de voyager. J'avais une question sur le climat. Alors moi, je suis nulle en anglais. Climat, weather, measure, je ne sais pas quoi. Une idée du coût. Voilà. Une idée du coût de... on peut... Combien ça coûte? Combien ça coûte, voilà.
Alors, du coup, ça va dépendre de combien d'années tu vas prendre. Par exemple, nous, on commande souvent soit des lots de 5 ou de 10 ans. Tu peux prendre 1 an, 2 ans, 3 ans, tout ce que tu veux, en vrai, jusqu'à ceux qui ont la data. Et pour 5 ans, on est autour de 400 € TTC pour des données. Tout ce que tu vois, en fait, ici à droite, température, vent, évapotranspiration, tout ça, sur 5 ans. Après, sur 10 ans, ça doit être quelque chose comme 700 € ou quelque chose comme ça. D'accord. Ok. Ouais. Et voilà, justement ça, les graphiques là qu'il y a actuellement sur l'écran. J'ai pas compris, à un moment, tu as parlé de drone. C'est quoi Alors, du coup, ouais, les drones, c'est une c'est les solution. drones. Non, Voilà, j'avais compris drone. Alors, je croyais que c'était un logiciel ou autre. C'est des drones et ça marche avec QGIS alors. exactement. Oui, enfin, D'accord, ok. C'est moi qui ouais. ai mal compris. D'accord. C'est plutôt les produits qu'on va extraire après avoir fait, donc en fait, les prises de vue. Les drones D'accord. servent pour faire les prises de vue. Après, en fait, ce qu'on va produire avec ces images-là, ça va être ce type de données, comme tu vois à gauche, qui est un modèle numérique des surfaces, pardon, un modèle digital d'élévation. Et après ça, on peut le traiter par QGIS. D'accord. Donc, en fin de compte, il faut avoir un drone, faire soi-même Pas nécessairement. En France, il y a déjà en fait l'IGN qui a mis à disposition, donc gratuite, tous leurs modèles digital d'élévation. Il y a une bonne partie de la France, en fait, quasiment toute la France qui a déjà été cartographiée. Alors, on n'aura pas l'orthophoto, comme ici à droite, à haut à droite. On n'aura pas la photo actuelle. Enfin, on va se contenter de travailler avec une image satellite Bing ou Google ou quoi. Mais on aura en fait ce que tu vois à gauche, avec un certain degré de précision jusqu'à 1 mètre, ce qui est déjà pas mal. En tout cas, pour faire design, c'est vraiment, c'est même plus que pas mal, c'est très bien pour faire design et surtout pour faire des modélisations hydrologiques et tout ça. Et ça, c'est déjà gratuit sur le site de l'IGN Espace Professionnel. Juste pour info, parce que Chansak n'en parle pas, mais sur la page YouTube des alvéoles, je le mets le lien. Il y a une vidéo qui a été faite par Permalab qui est juste incroyable pour récupérer justement les données sur le site de l'IGN et ensuite les intégrer dans le QGIS. Parce que mine de rien, quand on n'a jamais fait ça, c'est quand même un petit peu technique. Et du coup, là, c'est vraiment pas à pas. Vous avez juste à suivre la méthodo et à cliquer à l'endroit où il faut cliquer. Et hop, 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 vous récupérez toutes les données topographiques et les courbes de niveau avec une précision de 1 mètre pour votre terrain. C'est un super outil que maintenant que j'utilise et la vidéo, je veux dire, sur YouTube, que je passe moi régulièrement, même à mes clients, quand ils veulent faire eux-mêmes leur relevé topo et l'intégration dans le QGIS. Super, merci Corinne. Okay, merci beaucoup. Top. Il y avait Chloé dans le chat qui voulait savoir juste simplement si toi, tu avais une base de données internationale de cartes géologiques et topographiques qui existe. Non, que je le sache, il n'y en a pas en base de données internationale. Il y a des sites, en tout cas, qui proposent de sortir la topographie de n'importe quel site sur la Terre. Je les ai déjà testés et c'est vrai que ce n'est jamais d'une accuracy, ce n'est pas hyper précis. C'est toujours mieux de se renseigner auprès des instituts géographiques de chaque pays. Eux, ils ont, si la data, elle existe, eux, ils ont cette data-là. Donc, et souvent, c'est en open source. Merci. Okay. L'équivalent de l'IGN de n'importe quel pays dans lequel tu veux faire ça. Top, super. Yes. Y a Anne qui a levé la main. Vas-y, Anne. Il faut que tu allumes ton micro. On ne t'entend pas. Peut-être que ça ne fonctionne pas, je ne sais pas. Yes. Bon, ouais, peut-être on prendra ta question un peu plus tard, Anne, parce qu'on ne t'entend pas. Donc, OK, je vais continuer vite fait. S'il y a d'autres questions, en tout cas, faites-les savoir à Sam ou levez la main. Mais juste en fait, pour finir dans cette partie hydrologie, donc évidemment, donc c'est hyper intéressant de travailler avec QGIS. Voilà, en fait, ce qu'on peut faire avec QGIS à haut, à gauche, à haut, à droite, en fait, faire des plans, des représentations, des modèles, tout ça pour mieux comprendre en tout cas les terrains, la géographie des paysages ou bien l'hydrologie dans ces paysages-là. Et après, effectivement, une fois qu'on a ces éléments-là, donc les éléments climatiques,
et des éléments paysagers, là, il va falloir plutôt en fait travailler avec d'autres outils pour pouvoir faire donc en fait des modélisations plutôt des différents scénarios, on va dire, sur lesquels en fait on va savoir exactement. Ici, j'ai mis un exemple, un extrait d'un de nos tableaux qu'on a fait pour un client, dans lesquels on va voir par exemple les types de surfaces, les ruissellements, quel type de surface c'est, quel type de couverture, quel type de pente. Quelle est la surface en mètre carré, quel est le coefficient de ruissellement et quelle quantité d'eau on estime qui va ruisseler dans cette parcelle-là mois par mois. Ça, c'est hyper important. C'est ce qui vient compléter, en tout cas, toutes les observations qu'on peut faire cartographiques. Il faut avoir derrière, en fait, des chiffres pour pouvoir ensuite proposer donc, des aménagements hydrauliques, comme ici, vous le voyez, en fait, sur les plans à droite, qui vont être capables, en tout cas, d'accueillir ces eaux-là. Ok, on continue. Donc, des aménagements hydrauliques. Là, ici, on voit en tout cas un plan technique détaillé pour un ouvrage, pour un bassin, en fait, que vous allez voir par la suite. À haut à droite, en tout cas, c'est un autre de nos projets. Pareil, une modélisation pour un plan d'eau avec des profils des ouvrages. Une fois qu'on a déjà conçu on va dire un plan de concept, en tout cas les plans des concepts on peut l'imaginer avec tous les éléments qui sont à leur bonne et juste place. Là, il faut passer à la planification technique dans laquelle on va faire ce type de modélisation pour justement pouvoir calculer des volumes, des surfaces, des coûts, des temps, des matériaux, estimer toute la planification d'un chantier, etc., etc. Voilà, ça c'est donc ce que vous voyez en fait à gauche, c'est les mêmes qui est à droite dans la photo, tout à droite en fait au fond, et c'est les mêmes que vous avez vu dans les plans techniques avant. Ici au centre, vous avez en fait un autre ouvrage aussi qui était réalisé dans la même parcelle. On le voit en fait d'ailleurs dans la photo à droite en bas, avec deux techniques différentes. En tout cas, nous on accompagne aussi des projets sur ce type d'aménagement et puis notamment je souligne ça parce que clairement, dans l'échelle de la permanence, le design hydrologique, la compréhension de l'eau est primordial. Même avant de commencer à réfléchir de où est-ce qu'on va planter les arbres et où est-ce qu'on va mettre les jardins, on a déjà compris et on a déjà imaginé toute la manière dans laquelle en fait on va faire circuler l'eau dans ces paysages-là et quels sont les volumes dont on dispose pour pouvoir ensuite créer une strate agroforestière qui corresponde avec la capacité de ces terrains à pouvoir accueillir une agriculture. Hop. Donc voilà en fait des autres images. Ouais. Il y a pas mal de monde dans le chat qui te remercie, et les gens sont assez fans de toutes les précisions que tu apportes. Yes, cool. Il y a Clément qui dit « On est plutôt sur des grandes fermes, des grandes surfaces. Est-ce que tu as une idée de la surface moyenne des projets que tu accompagnes? C'est plutôt des gros projets ou pas forcément ?» Non, pas forcément. Là, on va voir, en tout cas, pour tout ce qui est ouvrage de ce type-là, je vous montre en tout cas des grands projets, des grandes surfaces. C'est vrai que j'aurais pu mettre quelques petits projets, mais plutôt pour la partie agroforestière, vous allez voir en fait qu'on a quand même, j'ai inclus toute la partie micro-ferme plutôt que la grande surface. La grande surface, en fait, c'est bien pour illustrer toute cette partie hydrologie et grands travaux, tout ça. Après, du coup, sur la partie agroforestière, j'ai choisi uniquement, je crois, des projets plutôt micro-fermes. Et pour répondre à la question, quelle est la surface moyenne qu'on accompagne, c'est un peu difficile à dire. On travaille sur des surfaces qui vont depuis 1 hectare, je dirais, en fait, comme surface minimum, jusqu'à 6500 hectares, surface maximum. Les plus grands projets qu'on a aujourd'hui, en fait, c'est ça, en Afrique. Et donc, il y a pas vraiment une moyenne. Mais en tout cas, les principes, ce sont les mêmes. Quand on travaille sur 6000 hectares ou quand on travaille sur 1 hectare, les principes de conception, c'est exactement les mêmes principes. C'est l'échelle qui change seulement. Donc, voilà, là, je ne vais pas m'attarder beaucoup sur la partie accessibilité, mais en tout cas, on propose en tout cas ce type de travaux aussi. Donc, infrastructure plutôt d'accessibilité. On voit ici, par exemple, une route canal à gauche, une route qui passe sur une petite zone d'infiltration de eau, un plan technique avec ses plans d'élévation, etc.
Sur cette photo, on voit du coup Samuel et je crois que moi aussi, qu'on est en train de ratisser la route justement et les canaux principal de l'Oasis Serendip. Pareil, en fait, à droite, lorsqu'on était en train de la tracer avec la machine. Et puis en bas, ça c'est un autre projet qu'on a dans le sud de la France, proche de Les Baux-de-Provence, que Samuel y connaît bien, sur lequel voilà, en fait, on voit une autre technique utilisée pour faire, en tout cas, en route, un accès. Trop bien. Voilà, donc là, on va passer à la partie agroforesterie. Alors, la partie agroforesterie, on démarre toujours en fait avec un projet agroforestier. On a envie de savoir en fait quels sont du coup les différents types de cultures ici. Évidemment, j'ai fait juste un petit extrait d'un des tableaux qu'on travaille en tout cas avec les clients. Ici, par exemple, je ne sais plus pour quel projet c'était celui-là. Je pense que c'était pour un projet, je ne sais plus. En tout cas, vous allez voir en fait qu'il y a quand même une belle diversité des plantes. On va voir en fait quels sont les types de végétaux qu'on va implanter, quel est le nombre de végétaux, combien ça coûte, combien de compost on a besoin, combien de mycorhizes, combien de mulch, etc. pour pouvoir du coup réaliser ces projets. C'est important de savoir en fait ces données-là parce que souvent la grandeur de notre projet va pas seulement dépendre en tout cas de la taille de la surface sur laquelle on va travailler, mais surtout en fait de nos moyens et puis des stratégies qu'on va décider de mettre en œuvre pour pouvoir du coup développer la couche agroforestière. Évidemment, ici, je vous présente uniquement donc en fait des plantes qui sont achetées. On n'a pas besoin d'acheter des plantes. On peut faire de la multiplication nous-mêmes, que ce soit par semis, bouture, marcotage, etc. Et ce qui peut réduire considérablement les coûts d'implémentation d'un projet agroforestier. Mais juste en fait, à titre d'exemple, ici, on est sur un projet dans lequel on a quelque part autour des 5000 végétaux, peut-être un petit peu moins. Et en fait, c'est réalisable. Ça coûte à peu près 5000 € pour pouvoir, en tout cas, acheter tous ces plants-là, etc. Donc, c'est pas non plus un budget qui est hallucinante. Mais par expérience, je sais que si beaucoup de ces végétaux-là, on est nous-mêmes en capacité de pouvoir les multiplier sur place, on peut réduire considérablement le budget de notre projet agroforestier, voire même jusqu'à que ça coûte un tiers de ce que je viens de vous présenter. Donc ça, ce sont des différentes analytiques, en tout cas qu'on va produire lorsqu'on fait un projet agroforestier. Il nous intéresse de savoir en fait combien des espèces productives on va avoir, quelles est du coup les espèces de supports, quelles sont les espèces qui vont servir à la fois pour faire des supports reproductifs, à quelle strate ils appartiennent, quelle est la surface des canopées qui vont couvrir, notamment au potentiel photosynthétique, en tout cas de notre projet agroforestier. Surtout si on va faire en tout cas des bilans carbone, c'est très important à savoir en fait ces différents types de surfaces, aussi bien que la taille des végétaux, maturité, tout ça. Et ça, en tout cas, l'idée, c'est pour un design technique agroforestier, l'idée, c'est de pouvoir avoir tous ces données-là. J'ai vu qu'il y avait une question qui passait là dans le chat. Ouais, il y a eu plusieurs questions sur et donc, les gens demandaient si tu achetais des mycorhizes. Voilà. Et puis après, il y avait une autre question. C'était Christophe qui demandait sur les bassins de rétention. Est-ce que tu utilises de l'EPDM ou de l'argile compactée? Ok, super. Eh ben oui, on achète des mycorhizes. C'est vrai qu'on peut les fabriquer nous-mêmes. En tout cas, tout ce qui est Indigenous Microorganisms, les IMO. C'est pas difficile à fabriquer, c'est pas difficile à cultiver. Cependant, du coup, quand on fait beaucoup de projets et qu'on va planter des milliers d'arbres chaque année, c'est vrai que il vaut mieux avoir une source d'approvisionnement des mycorhizes qui soit quand même très importante. Là, par exemple, on vient de commander une palette avec 60 kilos de mycorhizes qu'on va certainement passer cet hiver. Et du coup, clairement, pour produire 60 kilos des IMO, ça peut prendre un petit peu de temps. Nous, on a acheté ces mycorhizes en Italie. Donc, c'est une compagnie avec laquelle on collabore depuis quelques années maintenant. Ça s'appelle Mycoforce. Je pouvais passer aussi la référence sur le chat. Et pour la question... Sur le PDM. Sur l'EPDM, ouais, on utilise tout type de membranes, donc EPDM, clairement, en tout cas sur des parcelles dans lesquelles on n'a pas suffisamment des argiles pour pouvoir faire
une étanchéité. On utilise des membranes EPDM, c'est vraiment un super matériau. Mais lorsqu'on trouve suffisamment d'argile sur le terrain, ça suffit de faire de la compaction avec les machines. Là, il faut du coup juste s'assurer qu'on a les bonnes argiles, parce que parmi les argiles, en fait, ils sont pas tous pareils et ils réagissent pas tous pareils au contact avec l'eau. Donc, il faut savoir, en tout cas, il faut y connaître. Parfois même, ça vaut le coup de faire une étude géotechnique de sol pour avoir en fait les bonnes, en tout cas les bonnes informations pour ensuite pouvoir réaliser notre chantier. Souvent, en tout cas, si on trouve les bons argiles et on calcule les bons poids des compactions, on peut faire ça assez rapidement à très faible coût avec juste en fait des machines qui vont compacter ces ouvrages. Voilà. Donc là, ici, on continue parmi les projets agroforestiers. Donc ça, c'est un projet sur lequel on travaille avec un ami à moi. Donc ça, c'est plutôt un projet personnel. On a acheté donc une parcelle dans Gers et on est en train de monter ce projet agroforestier dans lequel l'objectif, avant tout, c'est de stocker du CO2 sous la forme, en tout cas, d'arbres et de les stocker durablement parce que ces arbres-là, ils vont servir pour pouvoir faire de la construction. Donc, on a créé une boîte de construction et à la fois, on a créé du coup, une boîte qui fait pousser des arbres. Et l'idée, c'est produire notre propre bois pour ensuite construire les maisons qu'on pourra proposer dans 8 ans. Pour l'instant, la boîte construction, elle tourne déjà. On n'est pas en train de construire avec nos bois, mais en tout cas, dans 8 ans, on pourra faire les premières récoltes et puis on pourra déjà proposer les premières maisons complètement régénératives, on va dire. Donc ça, c'est un projet qui est dans Gers. Vous allez voir quelques images en fait à la suite de ça. Donc là, ici en bas, notamment, on voit les premières plans de plantation. On s'apprête à planter tout ça pour la semaine prochaine, je crois, ou dans 2 semaines. Et donc, on est sur une surface pour l'instant de 20 hectares. Et l'idée, c'est de pouvoir voir en fait dans les années à venir pour pouvoir agrandir un petit peu la surface et puis intégrer plus d'arbres. Donc, en fait, c'est un projet plutôt agroforestière. On intègre des pratiques d'agriculture syntropique, plutôt on va dire, dans une pratique sylvicole. Et l'idée, c'est d'intégrer aussi des animaux en pâture dans les alicropes, dans les alicroppings qui seront entre les lignes d'arbres. Voilà, donc ça, c'est des différentes plans qu'on a produits. En tout cas, ça, c'est pas dans le Gers, ça, c'est dans le Portugal. Ça, c'est dans le Gers aussi, juste pour mettre quelques petits plans, en fait, des projets agroforestiers. Juste pour te dire que nous, on a un petit décalage entre le moment où toi, tu passes la slide de ton côté et le moment où nous, on le voit. Donc là, tu vois, on vient tout juste d'arriver. T'es revenu en arrière, là en fait, on a eu à peine le temps de voir les photos. On a eu que les vues aériennes, on n'a pas vu les photos. OK. Là tu es sur les photos? Là, je suis sur les plans, ouais. OK, mais tu nous as montré des photos, non Alors là, il y a des photos. Là. Ouais, là, on ne voit pas encore. Ouais, il y a juste un petit temps. Il faut juste que tu saches qu'il y a un petit temps de décalage. OK, vous voyez les photos, là? Non, on ne voit pas les photos encore pour l'instant. Voilà, ça y est, moi, je les vois. OK, d'accord. Il y a 20-30 secondes d'écart. OK, parfait. Pas de souci. Donc, ici, je vais vous faire un déroulé rapide. En tout cas, ce que vous avez vu, c'est d'abord, en fait, la partie planification. Donc, on fait une planification de projet. Ensuite, on fait un plan donc des projets, en fait, comment est-ce qu'ils vont être aménagés, ces différentes lignes, etc. C'est une sorte de step by step pour un projet agroforestier. Ici, on commence, du coup, en fait, sur les terrains. Et donc, ici, souvent, nous, est-ce qu'on va proposer avant de démarrer un projet de plantation? C'est un sous-solage de la parcelle. Ici, on voit un sous-solage, ce qu'on appelle un sous-solage, en tout cas un motif keyline pour une parcelle donc, qui implante un projet agroforestier. Ici, à gauche, du coup, on voit le tracteur qui vient définir, on voit d'ailleurs la baissière qui est la ligne directrice, on va dire, de cette partie de la parcelle et les tracteurs qui cultivent, en tout cas, qui va faire donc des scarifications dans le sol avec un outil, une sous-soleuse tout simplement pour pouvoir préparer les sols à s'hydrater. Ici, on va voir en fait une vue de coupe sur cette même travail en fait qui fait ce type d'outil. Et on voit en fait effectivement sur la photo droite, on va voir en fait qu'il y a une incision au niveau du sol et puis tout au fond,
il y a cette espèce de, en tout cas, l'espace qui a laissé les socles dans son passage. Et donc, imaginez comment il se comporte l'eau lorsqu'elle arrive dans cet obstacle-là. Elle tombe à l'intérieur de l'obstacle, elle rentre dans le sol, et puis elle va retrouver un petit canal sur lequel elle va pouvoir se distribuer sur l'ensemble de la parcelle, mais pas en surface, plutôt dans le sous-sol, en étant en contact avec les maximums de microbiologie, toutes les racines des plantes, etc. Ainsi, du coup, réhydratons les paysages et en les préparant justement pour la période des plantations. Donc ça, c'est un peu, du coup, d'une certaine manière, c'est ce qu'on fait avant de planter. À chaque fois, on passe un coup de sous-solage et puis comme ça, on peut préparer les terrains à accueillir l'eau et à accueillir les arbres ensuite. Allez, je passe à la prochaine. Vous avez la photo déjà? Ouais, non, pas encore. Pas encore. En tout cas, ici, on voit déjà qu'il y a donc tous les végétaux qui commencent à arriver et on se prépare pour la plantation. Donc là, il y a donc toutes les commandes, en fait, plusieurs centaines, voire plusieurs milliers de végétaux, en fait, et puis on commence à les mettre en place pour justement l'organiser pour avoir en fait une plantation qui soit efficace, que ça soit bien fait et que ça soit aussi du coup, rapide. Voilà. Il y avait une question, c'est ça? Non, il y a juste Martin et Chloé qui ont demandé, parce que tu as présenté tout le travail de passage de la sous-solage, etc., sans nommer le keyline, ni la baissière, ni Yeomans et tout ça. Et donc, du coup, j'ai répondu que oui, c'était évidemment inspiré de tout le travail de Yeomans. Mais du coup, voilà. Tout à fait. C'est vraiment la partie des designs hydrologiques. Ouais. Pour tous ceux qui s'intéressent à ces sujets, la gestion de l'eau et tout ça, vous pouvez aller voir tout ce qui est en train d'émerger sur la thématique de l'hydrologie régénérative et vous verrez, il y a plein de choses vraiment intéressantes là-dedans. Yes, super. Bon, voilà, en fait, juste quelques images pour illustrer, en tout cas, la plantation, l'arrivée de végétaux, etc. Et là, on va passer donc, dans les premiers projets agroforestiers. Je ne sais pas si vous voyez les plans. Ouais, ça y est. Ok, cool. Donc, alors, je suis vraiment désolé, je n'ai pas pu dire quels sont les projets que je présente. J'ai eu la permission de partager beaucoup des plans, voilà, mais vis-à-vis du client, je ne peux pas nommer certains des projets que je vais présenter. Donc, en fait, je vous dirais tout simplement que ça, c'est un projet qui se passe en France. Du coup, vous avez d'ailleurs, en fait, sur ces projets vu déjà quelques travaux de terrassement qui ont été effectués dans les slides précédentes. Et donc là, ça, c'est la couche, on va dire, en fait, agroforestière que vous voyez avec, donc, en fait, des plans de plantation, toutes les palettes végétales qui vont intégrer ces systèmes, etc. Là, on a quelques images, en fait, de la mise en place d'un système agroforestier. Donc, on va voir, en fait, ici, sous la méthode qu'on voyait, en fait, sous les plans, on va voir, en fait, que certains de ces haies, ils sont hyper denses. Ça, c'est, en tout cas, ce qu'on appelle la méthode agriculture syntropique, dans laquelle on va pas seulement avoir une très forte densité de végétaux, mais aussi, il va y avoir une logique des successions écologiques à toute cette strate végétale. Et donc, ici, on voit, en tout cas, on illustre assez bien la densité avec laquelle on va planter et les différents types de techniques qu'on va pouvoir utiliser lorsqu'on veut encourager les développements, les vents de développement, la vente reprise de ces arbres-là. Donc, ici, par exemple, au milieu, ça, c'est une super technique, je vous la conseille fortement. C'est que quand vous allez planter une haie, mettez des patates dans la haie. Mettez plein de patates au milieu, en fait, des semences de patates. Les patates, en fait, ils vont produire d'autres patates, donc plein de rhizomes. Et quand, en fait, vous n'allez pas les récolter, vous allez les laisser pourrir dans les sols. Et quand ils vont être en train de pourrir, ils vont libérer tous ces minéraux, tous ces nutriments. Et puis, les arbres, en fait, ils seront directement là pour pouvoir les consommer. Donc, ça, c'est une super technique. Mettez des patates. Quand vous avez suffisamment de matière organique, donc de la biomasse, donc des branches, on va habiller, on va dire, en fait, les côtés de la planche de plantation avec du bois, comme vous voyez, en fait, dans la photo à droite. Et ensuite, on va la recouvrir complètement avec un couvert assez dense pour que tous ces bois-là commencent à se décomposer sous un couvert. Donc, on voit qu'ici, les couverts, on le voit un peu mieux, en fait, dans la photo en bas ou à gauche. C'est juste, on fait tout simplement de broyat de bois. Et comme ça, ce bois, il va se décomposer, il va créer les conditions parfaites pour le développement des champignons. Et du coup, toute cette bois en décomposition va alimenter aussi les arbres qui sont sur la planche.
Donc, il y a une logique, en tout cas, des stratifications et des densifications aussi dans la plantation. On voit, en fait, quand même, parfois, en fait, dans ce type de projet, on l'observe pas très bien dans la photo ici, mais il y a un arbre ou un arbuste toutes les 50 cm. Donc, il y a parfois, en fait, on va voir dans les vergers les plus classiques, en fait, l'espacement entre les arbres, ça va être des 5 mètres, 6 mètres, parfois 10 mètres. Et ben, dans cette logique, non, c'est plutôt très serré. Les plus serrés, parfois, on plante un arbre et on met une bouture au pied de l'arbre, de manière en fait à que la bouture elle puisse en fait grandir avec les racines de l'arbre. Et puis à chaque fois qu'on va venir tailler notre arbre support, il va libérer aussi une certaine quantité des exudats racinaires qui vont alimenter donc en fait des micro-organismes autour des racines de l'arbre et qui ensuite vont pouvoir alimenter l'arbre productif, en tout cas notre arbre fruitier ou autre qui est juste là, quoi. Est-ce que tu fais un lien avec l'agriculture syntropique, avec l'agroforesterie syntropique? C'est tout à fait ça. Là, ici, on voit en tout cas un projet de plantation en agriculture syntropique. Super, génial, merci. Ça fait un lien pour ceux qui étaient là avec la présentation d'Anaël Terry. C'était, je crois, mardi ou mercredi, je ne sais plus. Et donc, pour ceux qui ne connaissent pas, vous pouvez aller voir sa présentation. Il y a quelques questions dans le chat. Il y a Elisabeth qui demande, peut-on mettre de la consoude à la place des patates? Carrément. Carrément. Ne mettez pas que de la consoude. Mettez beaucoup d'autres choses. Les plantes, ils ne sont pas faits pour pousser toutes seules. Il n'y a pas des monospécifiques dans le système écologique. C'est de la diversité. Donc, plus vous avez de la diversité, mieux c'est. Donc, mettez de la consoude et mettez des patates et mettez tout ce que vous avez sous la main. Les engrais verts, c'est parfait aussi. Donc, vraiment, je vous encourage à être créative et à penser à la logique des diversités. Super. Il y a Bérénice qui demande est-ce que le bois est remis vers le centre ou est-ce qu'il reste sur les côtés? Alors, le bois, il est plutôt sur les côtés. Il ne vient pas sur la partie centrale. La partie centrale, en fait, il va plutôt être utilisé par des engrais verts ou bien, en fait, d'autres cultures comme les patates dans ce cas-là. Mais aussi, on peut imaginer beaucoup des petits fruits, de la rhubarbe, enfin, d'autres herbacées. Ok, super. Christophe qui demande pour réaliser les trous de plantation des arbres et arbustes, qu'est-ce que tu utilises comme outil? Mini-pelle, tarière thermique, fourche bêche? Eh ben, ça va dépendre du terrain, ça va dépendre de la saison aussi dans laquelle on va planter. Dans la plupart des cas, on utilise une tarière thermique, mais si la tarière ne passe pas, ça va être une mini-pelle. En complément de la tarière, quand la tarière marche bien, on a des bêches de plantation qui sont des bêches qui sont très longues et avec 3 ou 4 coups de bêche, on peut faire un trou qui est bien pour un arbre, quoi. Yes, super. Top. Voilà, je pense que tu peux peut-être reprendre un peu ta présentation. En tout cas, il y a beaucoup de réactions dans le chat, donc n'hésitez pas si vous voulez aussi poser directement votre question à Chansak. Il est vraiment tout à fait disposé à y répondre en direct, quoi. Et en levant la main quand même, si c'est cool, si vous pouvez lever la main. Ouais. Ok, il y a 2 questions. Donc, Auriel. Oui, vous m'entendez? Yes. Parfaitement. Ok, bon, alors merci, merci pour tout ça, Chansak, c'est vraiment ta restitution, c'est un bonheur. Et j'ai le plaisir de faire la formation avec Simon la semaine prochaine, donc du coup, ça me met bien dedans. Moi, j'ai une question. Alors, je suis totalement fan de toute la technique de Yeomans depuis 2-3 ans. Et je fais un constat que vous avez dû faire depuis plus longtemps, c'est clairement en France, il y a un retard énorme sur ces stratégies. Et moi, dans le Lot-et-Garonne, je veux dire, il y a 99% des cultures qui sont dans le sens de la pente, quoi. Et je pense que c'est comme ça en France partout. Ma question, c'est à l'échelle plus du coup nationale, est-ce que au niveau des politiques agricoles, des champs d'agriculture ou même carrément du ministère de l'Agriculture, est-ce qu'ils prennent connaissance de ces techniques ou est-ce qu'ils sont toujours autant à la bourre? Voilà, c'est ça ma question. Merci. Je dirais que c'est une question qui est un peu difficile à répondre. Je pense qu'en fait, au niveau de la structure, je pense qu'on est un peu à la bourre. Après, cela dit, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui sont à l'intérieur de ce type de structure en fait, qui commencent à s'intéresser et qui essayent en fait de leur mieux pour pouvoir en fait implémenter ces pratiques. Mais c'est un peu difficile aujourd'hui de faire changer les paradigmes agricoles. Voilà, il y a beaucoup de paramètres en fait qui vont faire que
que c'est un peu compliqué. Et puis, en fait, j'aime bien, il y a beaucoup de personnes quand on parle d'agriculture régénérative qui disent en fait que l'agriculture régénérative, en fait, elle commence à l'intérieur de nous. Elle n'est pas à l'extérieur. D'abord, en fait, les changements de paradigme doivent se faire à l'intérieur. Et les climats qu'il faut changer, c'est pas le climat à l'extérieur, c'est le climat qui est entre nos deux oreilles. Et une fois qu'on a fait ce changement de paradigme, on peut passer en fait à des choses directement dans la pratique sur le terrain. Donc aujourd'hui, je pense qu'on est un peu à la bourre quand même. Ceci dit, comme il a déjà dit Sam, il y a donc en fait une association qui a été créée tout récemment pour une hydrologie régénérative. Il y a beaucoup de structures comme nous, et vous les avez vues dans la première diapo, quelques-unes de ces structures qui commencent déjà à intégrer en tout cas la gestion de l'eau comme quelque chose de pas seulement important, mais quelque chose d'essentiel pour tout projet agricole. Et donc, nous, en tout cas, avec Permalab, c'est vrai que une bonne partie de notre mission, c'est de faire connaître ces pratiques et de les développer surtout. Top, super. J'ai partagé dans le chat, il y avait des personnes qui, notamment Maxime, qui demandait est-ce qu'il y a des conséquences, notamment sur le changement climatique, etc. Et du coup, je me suis permis de partager un super document qui a été compilé par Jean-Luc Galabert qui s'appelle « Comprendre les cycles hydrologiques et cultiver l'eau », où il y a pas mal de références un peu scientifiques, qui est voilà, c'est pas encore l'idéal, mais c'est ce qui se fait de mieux pour l'instant en français comme compilation de données. Et vraiment, vous pouvez aller piocher là-dedans. C'est une mine, il y a plus de 100 pages ou même 150 pages sur le sujet. Donc voilà, allez-y, prenez le temps. C'est ça, voilà, et effectivement, il y a un énorme travail de sensibilisation à faire. Et s'il y en a parmi vous qui ont envie de participer à ça, je vous invite vraiment à rejoindre l'association pour une hydrologie régénérative qu'on a cofondée notamment avec Simon de Permalab et puis Charlène Cardozo pour essayer de faire un peu de poids au niveau national et sensibiliser les élus, sensibiliser les acteurs publics à toutes ces questions. Voilà. Ok, cool. Donc, Claire, tu avais une question? Oui, ça y est, j'arrive. Je ne sais pas si vous m'entendez. Parfaitement, oui. Oui, en fait, moi, c'était une question par rapport à la photo qu'il y avait d'avant. Juste avant, on voit plein de personnes qui plantent. Donc, je voulais savoir si c'est des gens qui faisaient partie de tes équipes, ou si ce sont des bénévoles ou des gens qui sont dans ce projet agricole par rapport à ton porteur d'ordre. Et je voulais savoir aussi ce projet que l'on voit. Tu disais que c'était une agroforesterie synthropique. Donc, je vois qu'il n'y a pas de cultures qui sont intégrées. Donc, on n'est pas dans une agroforesterie, je ne sais pas, interrant par rapport à un agriculteur qui fait de la monoculture, entre guillemets. En dire un petit peu plus sur ce projet-là, qui est ce porteur d'ordre et de mission qui se missionne pour ce genre de grands projets en agroforesterie synthropique. Voilà, c'était mes deux questions. Ok, donc je vais essayer de répondre à toutes les questions que tu as posées. Donc la première, c'est que quand on organise un chantier participatif, en tout cas ce sont des chantiers participatifs, nous on arrive avec une équipe, donc Permalab, souvent en fait on est 1, 2, 3, 4, 5, 6 personnes, avec des bénévoles parfois qui viennent aussi avec nous, mais nous on encourage en tout cas l'agriculteur à inviter tous ses copains pour pouvoir en tout cas participer à le projet de plantation. Pour les images que tu as vues, en tout cas c'est un projet d'agriculture synthropique, la raison pour laquelle on ne voit rien dans la leaf cropping parce que c'est le démarrage, on a à peine planté les haies, mais en tout cas les développements de ces parcelles c'est un verger maraîcher et donc les cultures qui sont mises en place entre les deux haies que tu as vues à chaque fois, c'est du coup en fait des maraîchages quoi. Donc, c'était la première année de développement, c'était la première plantation et donc c'est pour ça qu'on ne voyait pas trop. Et après, je ne sais plus, c'était quoi la dernière question C'est ça, en fait. Quel était le type d'agriculture par rapport à cette agroforesterie que tu proposais? Mais j'ai eu ma réponse, maraîchage. Ouais, voilà, c'est ça. Super. Merci beaucoup. Au revoir. Ok, donc je vais continuer un petit peu sur la présentation. Donc ici, par exemple, je vous présente un des projets. En tout cas, ça c'est un de nos projets pilotes en Grèce. On a créé donc une organisation qui s'appelle Regenerative Farming Greece, qui a démarré il y a 1 an et demi, et avec laquelle on accompagne aujourd'hui plusieurs agriculteurs en Grèce pour pouvoir développer des pratiques d'agriculture régénérative.
Donc, pour le démarrage de ces projets-là, on a commencé avec des agriculteurs qu'on connaissait déjà et qui avaient déjà une conviction écologique et qui avaient commencé déjà à mettre en place des choses. Ça, c'est une des fermes, c'est une des fermes pilotes qu'on accompagne. Et ici, vous allez voir en tout cas le développement d'un projet depuis la première fois que j'étais en Grèce il y a quelques années jusqu'à du coup la continuité des images que vous allez voir en fait l'année dernière. Vous allez voir 3 ans d'écart en fait entre les premières images et les deuxièmes images. Déjà, à savoir que dans l'image que vous voyez ici à gauche, cette petite oasis se retrouve en plein milieu d'une plaine agricole. Autrefois, c'était un lac qui est au pied de mont Olympe. C'est là qu'il a été drainé à cause, en tout cas, des mouvements des terres pendant les dernières quelques milliers d'années, quelques millions d'années. Et par contre, il a laissé une nappe phréatique qui était très importante. Quand ils sont installés ici, les personnes, en fait, la nappe, on pouvait pomper de l'eau à seulement 5 mètres. Ça, ils sont installés il y a 15 ans dans cette région. Ils pouvaient pomper de l'eau à 5 mètres. Aujourd'hui, pour pomper de l'eau, il faut aller à moins 85 mètres. La plaine, elle a été surexploitée pour la production de coton, qui était évidemment pas organique. Et quand les cotons ne marchaient plus, ils ont mis des amandiers de partout. Et donc, en fait, c'est une plaine agricole dans laquelle, en fait, on voit que des amandiers, que des amandiers, que des amandiers. Ici, donc, ils ont décidé de créer quelque chose d'autre. En tout cas, dans la parcelle que vous voyez ici, beaucoup des arbres qui sont à l'intérieur de la parcelle, ils n'y étaient pas là. La première fois que j'y étais, il y a 4 ans, 5 ans. Et depuis, du coup, en fait, ils ont décidé de mettre en place une petite forêt, on va dire plutôt une forêt jardinée dans cette parcelle, mais c'est pas sur cette parcelle qu'on va s'attarder, c'est plutôt sur la parcelle expérimentale qui est à côté, et donc qui est plutôt une expérience d'agriculture syntropique aussi. Donc ici, on voit les premières images en fait de la plantation. Ça, c'était en 2000, je m'en souviens plus, je crois que c'était 2018, les premières années de développement de cette parcelle. Donc, on voit bien du coup la logique, en tout cas, des haies et des lignes des plantes, en tout cas des planches de maraîchage. Et juste pour vous faire un petit saut dans le temps, ici, on voit du coup les images l'année dernière. On voit en tout cas dans cette petite plaine agricole comment ça commence en fait déjà à changer au niveau de très local, en tout cas sur la parcelle. Elle doit faire quelque peu comme 7000 mètres carrés, cette parcelle que vous voyez ici dans l'image centrale, dans l'image à gauche, à haut à gauche, et dans lesquels du coup ils produisent aujourd'hui, c'est un verger maraîcher sous la méthode syntropique. Ils produisent quand même pas mal de fruits et surtout des légumes. Je vais mettre d'autres photos. Voilà, là ici vous voyez une autre photo. Ça c'est 3 ans de développement de ce projet-là. En tout cas, c'est assez frappant pour être le cas d'une plaine complètement asséchée, dans lesquelles clairement, si on voit toutes les amandiers qui sont à droite, on ne voit pas très bien, mais en tout cas, le sol, il est complètement à nu. On peut même pas dire que ça soit des sols. C'est vraiment, il y a pas de vie, quoi. Et puis ça, c'est généralisé sur toute la plaine, sur plusieurs milliers de kilomètres carrés. Et là, ici, donc, dans cette petite parcelle, et puis aussi bien dans l'oasis qu'on voit à côté, on voit que c'est tout à fait possible de changer cette paradigme à l'intérieur d'une parcelle et évidemment donc, influencer les micro-cycles de l'eau à l'intérieur de notre parcelle pour créer de la végétation, créer de la densité et surtout créer de la nourriture, de la médecine et des matériaux, etc. Voilà, quelques-unes de leurs productions, la serre avec les semis, des belles carottes. On ne voit pas encore, Voilà. Et il y a une question, donc Benoît. Ouais. Oui, merci Chansak. J'avais 2 questions sur la sous-soleuse. Donc, on revient un petit peu en arrière par rapport aux photos que tu as présentées. Il s'agit donc, tu as montré les sillons qui sont creusés par la sous-soleuse. J'avais 2 questions par rapport à ça. J'ai vu parfois qu'en fait, on faisait un sillon à 6 cm, un à 12, un à 18. Est-ce que tu pratiques parfois donc des profondeurs différentes comme ça? Et quelle est la distance entre les sillons? Ça, c'est une première question. Et la deuxième, tu as parlé aussi, il y a quelques diapos, que dans un des projets, en tout cas, tu étais parti sur le principe de la keyline.
Donc la keyline, elle est développée à partir d'un key point et qui est le point évidemment idéal au point d'inflexion dans le creux d'une vallée secondaire pour avoir le maximum d'efficacité de recueillir l'eau en amont et de pouvoir avoir la capacité donc de la répandre de la manière la plus large possible en aval. Je sais pas, j'ai pas vraiment beaucoup vu de photos sur lesquelles au key point, vous avez développé un bassin de retenue pour pouvoir alors avoir une irrigation sur la partie aval de la pente. Donc, des questions sur la sous-soleuse et sur le key point éventuellement du projet. Ok, super. Pour la sous-soleuse, en tout cas, la profondeur de sous-solage va dépendre en fait de quel est l'objectif de sous-solage. Si jamais, par exemple, on trouve une semelle de labour, on va aller chercher à casser cette semelle de labour et donc, en fait, la profondeur, elle doit être la profondeur de la sous-soleuse doit être de la profondeur de la semelle plus 5 à 10 cm. Donc, si la semelle est à 40, il va falloir descendre à 50. Après, du coup, effectivement, si jamais c'est un terrain qui était laissé en repos plusieurs années et dans lequel on ne considère pas qu'il y a une semelle de labour parce que il n'y a pas eu beaucoup de placements, etc. Et on cherche juste pouvoir préparer les terrains à accueillir l'eau, là, on peut adopter plutôt la méthode progressive où on ne va pas aller chercher très profond dès la première année. On va commencer à, je dirais plutôt plus que 15 cm. Je pense qu'il faudrait commencer un petit peu plus profonde, de l'ordre de 20 cm, 25 cm la première année, pour ensuite et les travails, en tout cas, c'est pas juste mécanique à travers la sous-soleuse, c'est-à-dire la sous-soleuse, c'est un outil parmi plusieurs. Les vrais travail va être accompli par les racines des plantes qu'on va utiliser sur la parcelle, donc notamment les engrais verts, etc. La sous-soleuse, elle vient juste préparer l'eau à s'hydrater, à modifier les microclimats au niveau de la surface, et ce qui va permettre un meilleur développement donc, des plantes au niveau aérien. Et les coups de sous-solage et le fait que l'eau elle pénètre plus profondément et que la chaleur aussi elle pénètre dans le sol, il va permettre en tout cas les racines des plantes d'aller chercher de plus en plus profond. Donc, la sous-soleuse, oui, comme un outil parmi plusieurs, mais la sous-soleuse toute seule, voilà, elle fait juste un travail mécanique. Nous, on a, en tout cas, pour générer des sols vivantes, on a besoin, donc, en fait, des plantes. Et c'est surtout, en tout cas, le travail des mécaniques des racines dans les plantes qui va faire cette transformation de sol dans de la matière organique et qui va pouvoir en tout cas extraire tous ces minéraux qui sont dans ces sols-là. Et donc clairement, une approche plutôt progressive de la profondeur, c'est intéressante, de manière à que à chaque fois, on va pouvoir aussi casser notre couvert avec cette sous-soleuse. Encore mieux si on a un rouleau FACA, mais si on n'a pas de rouleau, c'est pas très grave. On peut aussi juste sous-soler. Les plantes, ils vont être vraiment découragées. Et du coup, de cette manière-là, on va pouvoir aller progressivement à chercher plus et plus loin l'enracinement de ces plantes-là. Et encore que là, on parle en tout cas des outils mécaniques, la sous-soleuse, etc. Encore mieux si on pratique des pratiques comme le pâturage tournant dynamique, l'intégration des animaux, etc. C'est clairement la meilleure stratégie qu'on peut adopter pour pouvoir régénérer un sol. Là, en tout cas, la sous-soleuse, c'est un outil, c'est bien, mais clairement, ça ne fait pas le boulot d'un troupeau. Voilà, donc je ne sais pas s'il y a d'autres… Oui, et alors la deuxième question, c'était sur le key point. Ouais. Alors oui, effectivement, je n'ai pas… Enfin, c'est vrai que j'ai essayé de faire une présentation assez concise. C'est pas un cours d'hydrologie régénérative. Hein. Voilà, c'est ça. Donc, oui, on réalise des ouvrages, en tout cas des digues, on va dire en fait des endiguements sur la partie proprement, en tout cas sur l'équipement des parcelles, pas à tous les coups en fait. Cela va dépendre en fait effectivement des investissements, cela va dépendre en tout cas des besoins en eau, cela va dépendre aussi de quels sont les autres éléments hydrauliques qui sont associés à la digue, donc un bassin de rétention, etc. Jusqu'à aujourd'hui, on a fabriqué peut-être 4 endiguements sur les key points. Ce sont des ouvrages qui sont très techniques, très spécifiques, mais ce n'est pas les seuls endroits dans le paysage dans lesquels on peut fabriquer une réserve de l'eau. Ça, c'est un type de retenue, notamment ce qu'on considère, en tout cas, ce qu'on appelle un barrage, quoi, parce que ça barre les chemins de l'eau dans la vallée primaire. Voilà. Merci en tout cas, merci pour les éclaircissements. Avec plaisir. Super. Donc,
Ouais. Il nous reste une vingtaine de minutes, Chansak, donc je ne sais pas ce que tu as envie de nous raconter pendant cette vingtaine de minutes-là. On peut aussi continuer à prendre des questions si vous préférez. Ouais, franchement, c'est pas hyper nécessaire de passer tout le long de la présentation. En fait, je pense que ce qui est surtout intéressant, c'est toutes les questions qui vont se poser. Okay. Là, clairement, en tout cas, les prochaines images, en fait, que je vais montrer, c'est toujours, en tout cas, des projets agroforestiers qu'on a pu accompagner. Je peux les passer aussi en même temps qu'on est en train de discuter. Génial. Et du coup, en fait, par exemple, là, je vais vous présenter en tout cas un projet que Samy connaît bien. Donc, en fait, les domaines de Manville, pareil, en fait, c'est une ferme, donc agroforesterie, plutôt sur je dirais, en fait, c'est une micro-ferme. Vraiment, là, on est sur une surface de 2,2 hectares aujourd'hui, même si, effectivement, la ferme, elle est en train de s'agrandir aujourd'hui parce que les propriétaires du terrain, ils achetaient des nouvelles parcelles à côté, ils voudraient développer encore plus de agroforesterie sur le terrain. On a commencé quand même avec un projet de micro-ferme et du coup, en fait, aujourd'hui, ça marche plutôt bien. Donc ici, on voit quelques images de la première année de développement. On a commencé sur une parcelle qui faisait à peu près 7000 m² pour développer un verger maraîcher. Ici, on voit en tout cas les apports. En tout cas, c'était un sol que, comme vous voyez en fait dans la photo à droite, si on voit, ou même dans la photo à gauche, en fait, on voit que les sols, enfin, il est extrêmement pauvre. Si on se balade ici et il pleut, on va sortir avec 2 kilos sur chaque chaussure. C'est très argileux. C'est un sol qui était extrêmement tassé, quoi, parce que ça a servi pendant une série de travaux. Ça a servi pour des engins, des chantiers qui sont baladés ici, qui ont venu faire des dépôts à droite, à gauche, etc. Donc, c'est un sol qui était très compacté. Et clairement, là, on ne pouvait pas démarrer dès la première année avec un projet des vergers maraîchers, en tout cas pour la partie maraîchage, avec un sol dans cet état-là. Donc, on a fait venir, comme vous voyez ici dans la photo, des mètres cubes et des mètres cubes, des sols plutôt végétales enrichis en compost. Et c'est ça, en fait, qu'on a étalé, comme vous allez le voir, en fait, dans les photos, dans les prochaines photos, les longs, donc, en fait, les lignes des arbres, comme vous voyez ici, pour pouvoir créer, donc, en fait, la partie maraîchage. Voilà, quelques photos ici. En tout cas, la manière dans laquelle on a créé donc, ces différentes lignes de plantation. Donc, c'était avec cet outil, on appelle ça un gator. Et en gros, du coup, c'était super parce que lui, il fait l'écartement entre les rues. Il fait exactement la bonne taille. Je crois qu'il fait 90 cm entre les deux rues. Ce qui fait qu'à chaque fois qu'on passait, en même temps, on pouvait déposer de la matière organique. Et en plus, les faits de passer avec des gators, ça permettait de lisser la planche et avait un très, très bon résultat. C'était vraiment super chouette de pouvoir avoir cet outil pour faire ce type de travaux, surtout en fait quand on a des mètres cubes et des mètres cubes et des mètres cubes à déposer au niveau du sol pour démarrer les projets. En tout cas, si ce n'était pas par l'apport massif de matière organique, dans ce cas-là, les sols végétales ici, les maraîchages, ils n'auraient pas, ça aurait pris plusieurs années avant de démarrer en fait avec une production. C'est quoi le nom de l'outil là dont tu parles C'est un gator. Gator. Gator comme un alligator. Je vais l'écrire ici. Ok. Alligator, quoi. Ouais, c'est ça. Okay. Excellent. Alors, c'est juste en fait un petit caddie avec une benne derrière. D'accord, ok. Voilà. Top, super. Il y a une question. Il y a Chloé qui a levé la main. Ouais. Oui, je voulais juste savoir si tu pouvais revenir un peu sur les variétés que tu plantes entre les arbres, sur les lignes d'arbres, et qui vont servir de mulch et tout ça, que tu vas couper après derrière. Et aussi, par curiosité, je voulais savoir si tu pouvais donner quelques noms de projets sur lesquels tu étais intervenu au Portugal, ou si c'était trop confidentiel, si tu ne pouvais pas. Mais c'est intéressant, moi j'ai habité pas mal là-bas. Tu as peut-être intervenu sur le Freixo do Meio, la Herdade do Freixo do Meio à grande échelle, enfin, sur des projets que je connais. Donc voilà, merci. Salut. Yes. Alors, en fait, au niveau de la diversité végétale, plutôt pour les espèces de supports, donc production de biomasse, etc., vraiment, il y a une palette qui est très large et qui va être définie selon la région climatique dans laquelle on se trouve, son de rusticité, etc. Pour les projets qu'on a vus tout à l'heure, en fait, en agriculture anthropique, alors à savoir que les images que vous avez ici, même si c'est une plantation qui est assez dense au niveau de les haies, on n'a pas tant que ça intégré des espèces de supports sur ces projets spécifiques parce qu'on avait juste un apport massif
des broyats et des latentes qui arrivent toutes les semaines en fait dans la ferme. Et donc, on n'avait pas particulièrement besoin, nous, de faire pousser les espèces qui vont produire en fait ces broyats. Parce qu'on a énormément des mètres cubes et des mètres cubes de broyats qui arrivent chaque semaine. Du coup, pour ce projet-là en spécifique, toutes les espèces qui s'est retrouvées entre deux arbres fruitiers, c'était uniquement donc soit des petits fruits, soit des aromatiques, soit des fleurs ou des engrais verts. Donc, il y a une palette qui est hyper large en fait parmi ces espèces-là. On va retrouver des groseilliers, des framboisiers, des aronias, des amélanchiers. On va trouver aussi de la lavande, de romarin, de thym, de la rhubarbe, des artichauts, ces genres de trucs. Et après, pour tout ce qui est production, donc on fait des biomasses sur d'autres projets agroforestiers, lorsqu'on a le besoin de pouvoir produire en fait suffisamment de broyats, on va utiliser des espèces comme ça peut être par exemple le peuplier, les sureaux, donc Sambucus nigra. On va aussi utiliser les paulownias, qui est un excellent producteur de biomasse. En fait, vraiment, c'est un des rois de la production. Donc, paulownia, les aliciers aussi, on va utiliser les sols, évidemment. Quoi d'autre? Les agnus, hein? Les éléagnus aussi, carrément, ouais. Et l'agnus, parfois même, ça nous arrivait d'utiliser des tuyas, uniquement avec l'objectif de pouvoir les tailler régulièrement. Les lauriers aussi, laurier rose, laurier sauce, etc. Ok, super. Merci. Top, super. Et du coup, en fait, les autres projets sur lesquels on a travaillé au Portugal, alors il y en a certains dont je ne peux pas trop en parler, mais en tout cas, Freixo do Meio, tu l'as déjà nommé. Et puis, du coup, notre hacienda, c'était quoi le nom de… C'était Monte da Estrela. C'était un des autres projets que vous avez vus là dans les présentations ici. Ok, c'est sympa. Merci. Il y a aussi un projet qui s'appelle Porcus Natura. Vous allez voir en fait quelques photos plus tard. Voilà, donc quelques images. En tout cas, justement, en fait, sur ces projets-là, on va voir quelques images des différents fruits qui sont produits, en tout cas, dans les haies, entre les arbres fruitiers. Donc, des aronias. On a aussi, du coup, quelques mûriers qui sont assez… Il y a des belles mûres, là-bas, des belles variétés. Alors là, on avance un petit peu sur les projets agroforestiers. Là, ici, je pense que j'ai fait un clin d'œil à quelqu'un qui est dans la salle. Et je pense qu'il n'y a pas de souci pour partager ces projets-là. Donc, vu que c'est une très, très bonne amie, elle s'appelle Florence Godino. Elle est peut-être ici parmi nous. Et donc, en fait, ça, c'est un projet c'est sa maison, quoi, c'est son projet. Elle habite à Die, dans la Drôme. Et nous, en tout cas, on l'accompagnait dans la réalisation donc, des vergers. Donc, un verger que vous voyez ici, les plans, ça, c'était il y a quelques années déjà. Et aussi la réalisation donc, on a capté une source sur le terrain. On a fait aussi des aménagements hydrauliques, donc notamment, en fait, une très belle mare et en tout cas d'autres petites mares aussi sur le terrain. Et elle travaille aussi avec un gars qui est super, qui est installé en maraîchage sur les parcelles. Vous voyez ici, avec la méthode MSV. Voilà. Et donc, tac, on a quelques images en tout cas de ce projet-là. Donc, on se trouve en tout cas dans une face nord de la montagne, juste en fait à côté de la ville d'Edi. C'est une parcelle qui était il y avait une colonisation classique au bas de la parcelle c'était un pinède en fait. Et puis nous, ce qu'on a venu faire pour pouvoir diversifier cette pinède, en gros, c'est sortir les pins. On les a mis de côté pour pouvoir construire une cabane de transformation de produits après. Et puis, en fait, à la place des pins, on a planté tout un verger diversifié qui se porte plutôt bien. J'étais allé le voir il n'y a pas si longtemps que ça. Les tout, en tout cas, sur un motif keyline, donc avec l'idée de pouvoir justement arrêter, comme vous voyez en fait ici, donc dans la photo à haut à droite, vous voyez une sorte de canal. Et c'est une petite baissière qui sert aussi à la fois des chemins d'accès pour pouvoir accéder à les parcelles, se déplacer à plat dans une parcelle qui est hyper en pente. Voilà. Et puis en fait, toutes les plantations, ils suivent, on va dire en fait, la logique des plantations en keyline, comme on le voit ici. Et ici, c'est un verger diversifié. Dans les plans que vous avez vus juste avant, on voit uniquement la strate arborée, mais il y a un autre plan dans lequel on raconte toutes les strates buissonnantes, en fait, qui se retrouvent juste en dessous de ces arbres-là. Et puis, en tout cas, c'est un très bon ami. Et puis, j'adore cet endroit.
Je l'adore, elle aussi. Et voilà, donc j'avais envie de faire honneur à elle et à ces projets-là dans cette petite présentation. Super, merci. Yes. Il y a... Sonia? Oui, bonjour Shansak, merci beaucoup pour ces interventions. Question par rapport à ce que tu viens de présenter. Quel était le degré de la pente et jusqu'à combien de degrés de pente tu vas intervenir en keyline design? Alors, il n'y a pas de limite, on va dire, des degrés de pente. C'est vrai qu'en fait, au-delà, c'est plus en fait avec quels outils on va travailler pour pouvoir faire, donc si on doit faire en tout cas des interventions mécaniques pour faire des aménagements dans la pente, en fait, selon les degrés de pente, on va changer d'outil. Donc, parfois, il faut prendre plutôt des tracteurs HMI, par exemple, qui sont très lourds et qui sont très stables et qui ont vraiment tous les points au niveau du sol. Donc, il n'y a pas un point de gravité haut qui pouvait faire basculer l'outil. Mais je dirais en fait qu'au-delà des pentes à 25%, il faut savoir ce qu'on fait. Où il faut travailler avec quelqu'un qui l'a déjà fait avant. Au-delà des 25%, ça commence à être un petit peu pentu. Et là, je pense que chez Flo, c'était vers les 25 ou 30% au niveau des pourcentages de la pente. D'accord. Voilà. Et clairement, en tout cas, il n'y a pas de limite. Je dis, il n'y a pas de limite. Évidemment, il y a une limite. Mais je dirais, en tout cas, nous, on a déjà travaillé sur des projets qui vont même à des pentes à 45%, voire même un petit peu plus. Et puis, c'est vrai qu'en fait, c'est juste un changement d'outil et des stratégies aussi. Parfois, il va surtout pas falloir passer un outil dedans. Et la stratégie, ça va être autre. Donc, notamment, on va faire, en tout cas, au génie biologique différemment. Et puis, on va pouvoir, en fait, végétaliser différemment. La plantation, elle va devoir se faire à la main, s'il y a des plantations, etc. Est-ce qu'il y a de la documentation là-dessus? Parce que moi, j'habite à la montagne et je voudrais aménager. Alors, c'est une toute petite surface, hein, parce que je suis sur vraiment des toutes petites échelles. Mais j'ai une pente à 35% que je voulais aménager en forêt-jardin. Et pour l'instant, j'ai juste créé une terrasse pour expérimenter sur 4 mètres de long. Et j'attends de voir, puisque je l'ai créée en octobre, la terrasse, j'attends de voir... non, je l'ai créée en avril et j'attends de voir cet hiver pour voir comment ça tient déjà. Alors, de la documentation, je ne sais pas si on a de la documentation. En tout cas, si tu recherches sur Internet des projets Keyline, tu vas voir en fait qu'il y en a beaucoup de projets qui se font avec des pentes très importantes et tu vas voir justement en fait que parfois, quand on a besoin d'utiliser des outils, on va faire appel en tout cas à un outil très différent. Et encore une fois, je reviens à un des plans qu'on avait vu au début de la présentation. Donc, en fait, les plans de la capacité de terre. Ces plans, c'est un outil en fait de gestion. Et quand on va observer notre terrain avec cet outil-là, eh ben, on va avoir en tout cas des propositions, des stratégies qu'on va pouvoir adapter selon les degrés de pente en fait sur lesquels on est dans notre terrain. Donc, en fait, avec ton degré de pente, j'ai d'idées, surtout pas de mécanisation, zéro mécanisation, et puis des arbres et éventuellement des animaux en pâture, clairement. Après, tout ce qui est maraîchage, production, en tout cas, autre type de production, ça va être, à mon avis, en fait, la dépense énergétique, les e-ROI, ça va être beaucoup trop. Et c'est là, bah, en tout cas, en tout cas, dans un cas professionnel, ça serait pas hyper intelligent, en tout cas, de faire ça comme ça. Après, il y a les terrasses. Les terrasses, c'est une solution, justement, en fait, et on les voit dans toutes les sud de la France. On voit toutes les restaurants et des choses comme ça, en fait, qui ont été construits afin de pouvoir, justement, cultiver ces zones-là. Ce qui est aussi une stratégie pour pouvoir développer des surfaces cultivables dans des terrains qui sont extrêmement difficiles, quoi. Après, la question d'accessibilité, des mécanisations va se poser à l'intérieur des terrasses, etc. Oui, de toute façon, oui. Oui. Pour tout ce qui est hydrologie régénérative, je renvoie aussi aux formations qui sont proposées par Permalab, notamment sur ce sujet, parce que je pense que ça vaut le coup de prendre 2-3 jours pour aller se former et puis petit à petit diffuser un peu toutes ces pratiques. Ça marche, merci. Alors, juste, ouais. Il reste 5 minutes. Il y a 2 questions dans le chat. Si tu veux bien, on les traite, ou si tu préfères, on va les traiter. On va le traiter. Il y a Mariam qui demande pour le projet en Grèce, comment avez-vous acheminé l'eau sur la petite parcelle Oasis alors que tout autour les sols sont secs et abîmés? Alors là, clairement, en fait, on est dans une plaine alluviale, donc il y a zéro, c'est plat, quoi. Donc on n'a pas pu acheminer l'eau. En fait, la manière dans laquelle
on a déjà, en fait, ils avaient l'eau. En fait, ils ont un forage, comme je disais tout à l'heure. En fait, eux, ils forent jusqu'à 85 mètres aujourd'hui, alors qu'au début, c'était moins de 10 mètres. Et après, bah, du coup, nous, on a plutôt misé sur l'amélioration, pardon, de les cycles de l'eau par la matière organique, par la voie de la matière organique, par la voie de la décomposition, par la voie de la photosynthèse. Et c'est là où, en fait, aujourd'hui, on voit que cette parcelle ressemble à un vrai oasis parce qu'il y a tout simplement beaucoup de végétation, beaucoup de décomposition qui est en train de se faire en permanence. Après, bon, il y a une bonne gestion, ils font des composts, ils font de têtes de compost, ils font des différentes préparations, ils taillent beaucoup, ils font beaucoup de broyat, tout ça. Donc, en fait, ça améliore clairement les conditions de microclimat à l'intérieur de la ferme, et ce qui fait que c'est beaucoup plus vert qu'ailleurs. Sachant que leurs pratiques d'irrigation, ils sont limitées. Il n'y a pas non plus beaucoup d'eau. Il ne peut pas se servir de l'eau comme il veut. Et oui, ils sont créés aussi des citernes, des grandes capacités. Donc, je crois que la petite citerne, elle doit faire quelque chose comme 20 mètres cubes pour récupérer toute l'eau de surface récupérable, toiture, etc. Super, génial. Question de Tiffaine. À quel point les essences jugées invasives sont utilisables en syntropie, robinier, laurier sauce, etc., avec des coupes régulières? Une fois qu'on en a moins besoin pour la biomasse, qu'on veut le remplacer, est-ce qu'on s'en débarrasse facilement, sachant qu'on a épuisé régulièrement, qu'on l'a épuisé régulièrement avec les coupes? Ça reste galère. Ouais. Et ben, en fait, une espèce invasive est une espèce invasive. C'est-à-dire que si tu as envie de te débarrasser d'une espèce invasive, ça va être vraiment très difficile. À savoir qu'une espèce invasive ne devient que invasive uniquement lorsqu'il y a la niche disponible pour qu'elle puisse devenir invasive. Les espèces, telle chose comme une espèce invasive dans un écosystème, ça n'existe pas. Il y a des espèces, c'est tout. Par contre, en fait, s'il y a des déséquilibres dans ce système-là, il y a des espèces qui vont pouvoir se développer mieux que d'autres espèces dans un type de système qui a changé, on va dire, d'état, dans lequel la niche a été disponible. Et donc, clairement, toutes ces espèces qu'on considère invasives, ils sont invasives uniquement avec les bonnes conditions. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'on considère les robiniers comme une espèce invasive que c'est là est le cas de partout où ça pousse des robiniers. Si vous allez voir en fait des plantations, par exemple, pas de plantations, pardon, en fait, des robiniers en Amérique du Nord ou dans le Canada, etc. Enfin, le robinier, c'est un arbre parmi beaucoup. Et puis d'ailleurs, en fait, on le voit parfois ici aussi en France. Lorsque les terrains, ils ont été laissés, en fait, au repos pendant suffisamment longtemps, lorsque la forêt est la plus développée, les robiniers, ils occupent une niche dans l'espace-temps, quoi. Et une fois que lui, il accomplit son rôle et qu'il y a d'autres arbres qui sont dépassés la canopée des robiniers, on passe à un nouvel stade de succession et les robiniers, il n'a plus rien à faire là. Si par contre, nous, on est en train d'ouvrir tout le temps la canopée et puis en fait, on maintient les parcelles ouvertes, etc. et on a planté des robiniers, et ben en fait, les robiniers, il va se faire hyper plaisir parce que lui, en fait, ce qu'il veut, c'est de se développer, quoi. Et donc, clairement, on va avoir beaucoup de mal en fait à dégager des robiniers si on n'a pas adopté une logique de succession écologique. Donc, où est-ce que c'est intelligent d'utiliser ces espèces-là? Je pense qu'il faut se poser la question au cas par cas. C'est pas parce que, en fait, déjà, il faut oublier la notion de invasive, parce que, comme je disais, en fait, ils sont invasifs uniquement lorsque, en fait, il y a la possibilité, il y a la niche disponible. Après, du coup, si nous, ce qu'on veut, c'est produire de la biomasse et on est là pour gérer ces espèces qui vont pouvoir devenir invasives, il n'y a pas de problème d'utiliser des espèces qui sont invasives parce que c'est elles qui vont produire énormément de biomasse et qui vont préparer les sols justement pour une strate ou pour une succession la suivante, quoi. Et donc, il faut, je pense, en fait, les prendre au cas par cas. Il ne faut pas, en fait, juste compter sur ces espèces-là. Il faut aussi voir quelles sont les espèces endémiques. Il ne faut pas tout de suite aller voir, en fait, ce qui se fait de l'autre côté du monde, même si parfois, en fait, ça va être nécessaire ou intéressante d'intégrer des espèces dites exotiques. D'abord, on va essayer de comprendre quelle est la végétation endémique, comment elle se comporte, en fait, cette végétation, et puis ensuite, du coup, faire notre choix des plantes, faire notre plantation, etc. Super, génial.
Trop bien. Merci beaucoup, Chansak. Moi, j'ai beau avoir passé 4 années de ma vie à tes côtés, et voilà, j'apprends toujours voilà, à travers tes partages et voilà, les retours d'expérience que tu me fais. Donc, c'est vraiment super. Voilà, en tout cas, moi, j'ai passé un super moment. Je crois que vous aussi. En tout cas, il y a eu plein de retours positifs de ton intervention. Écoute, voilà, bonne suite à toi dans tous ces projets. Pour tous celles et ceux qui veulent suivre Permalab, en fait, n'hésitez pas à vous connecter à la dynamique de Permalab. Je crois qu'il y a une newsletter sur votre site internet. Il y a la page Facebook et Instagram qui est régulièrement alimentée. Où vous verrez souvent vous êtes une des seules structures que je connaisse qui publie régulièrement des photos, des projets, des plans qui ont été réalisés, etc. Donc ça, c'est vraiment chouette, c'est vraiment nourrissant, ça donne de l'espoir pour la suite. Donc c'est chouette. Yes, merci à tout le monde pour votre participation active. Et puis pour celles et ceux qui le souhaitent, on peut continuer la dynamique du festival. En tout cas, nous, on sera là à 16h30. En fait, plus exactement, vous serez avec Kevin, qui est juste là, voilà, qui va prendre le relais. Et on va avoir un temps de discussion, d'échange. Ça va pas être une conférence ni un retour d'expérience. Ça va vraiment être un temps de discussion, d'échange sur la thématique des jardins-forêts dans les écoles, point d'interrogation. Voilà, encore un grand sujet qu'il va falloir débroussailler. Et donc, si vous avez des expériences, des choses que vous souhaitez partager dans ce cadre-là, n'hésitez pas, il y aura largement la place. Il y aura 1h30 pour partager sur ce sujet. Top, merci Chansak, à très bientôt. Bisous à toute la team de Permalab. Yes, à bientôt. Ciao, ciao, salut.